Hey, coucou! Alors, on lance une nouvelle semaine de vlog ensemble. On est le samedi 19 avril, veille de Pâques. Et fin de journée, je pensais me sortir l'éclairage artificiel, mais finalement, j'ai fait trop de choses en ligne. Puis voilà, c'est ce qui arrive. Alors, excusez si jamais c'est pas tout à fait précis, ben, je fais avec l'éclairage que j'ai. Alors, cette semaine, au programme, aucune idée, sauf que j'ai commencé un livre dont je vous ai parlé dans le dernier vlog, qui est le livre suivant, qui s'appelle L'énigme du rubis. C'est Les enquêtes de Prospérine Cerisier et c'est écrit par Jennifer Dalrymple, c'est chez Scrinéo. Et c'est un premier tome d'une enquête, évidemment, comme ça dit. Ça se passe en 1866 et c'est à Paris, évidemment. Et ça se passe au moment où il y a les gros travaux d'Haussmann et qu'il y a, en fait, on va suivre Prospérine Cerisier, qui est une jeune femme dont la mère est décédée en couche et qui a toujours vécu avec sa grand-mère et ses tantes, je pense, quelque chose comme ça, et qui finit par être rapatriée, en fait, à Paris pour aller habiter avec son père, qui est devenu policier après la mort de sa femme. Il était médecin avant, puis il est devenu policier ensuite parce que il était plus capable d'être, je pense, dans la médecine et tout ça. Il a comme vraiment crashé, puis bon, il s'est comme un peu réorienté. Et donc, elle va apprendre à vivre avec son père. Elle ne connaît pas beaucoup parce qu'elle a toujours grandi avec sa grand-mère. Et le niveau de vie est un peu différent parce que la grand-mère a quand même beaucoup de sous et tout, tandis que là, il habite dans un appartement, dans un bloc appartement, où est-ce que les gens, il faut qu'ils fassent les choses eux-mêmes, il n'y a pas de domestique et tout ça. On comprend que Prospérine est une jeune femme assez débrouillarde et en fait, dans le fond, l'action va commencer alors que un charbonnier, donc quelqu'un qui vient remplir les soutes à charbon, est retrouvé mort. Je vais m'aider de la quatrième pour être sûre. Mort et très brutalement assassiné. Et rapidement, il y a un coupable qui va être déterminé par rapport à ce crime-là. Mais Prospérine n'est pas vraiment d'accord. Elle trouve que ça s'est fait un peu vite. Puis, en fait, elle est la fille je dis inspecteur, mais c'est commissaire adjoint qui dit. Donc, comme elle est la fille du commissaire adjoint, elle va décider de mener elle-même l'enquête dans une enquête qui, on sans doute, ne doit pas être super sécuritaire et dans un contexte qui est assez déjà houleux au niveau historique. Donc, ça me tentait bien. C'est du jeunesse, mais Scrinéo, ça doit être plus ado peut-être. Puis c'est un livre que auquel j'avais eu accès via la plateforme NetGalley pour lecture en avance, mais finalement, j'avais malheureusement pas eu le temps de le lire avant qu'il disparaisse de la plateforme. Puis là, ben, dans le fond, il restait encore une critique à faire de ce livre-là pour moi, pour la plateforme, mais j'avais pas réussi à mettre la main dessus, donc je l'ai ici. Et ben là, j'ai tout juste commencé, là, évidemment, là, mais je vais essayer de lire ça en papier. Sinon, en livre audio, je sais pas du tout vers quoi je vais me diriger. Je sais pas si je vais réussir finalement cette semaine à faire ce que j'aurais aimé faire dans les dernières semaines, c'est-à-dire lire des graphiques. Je suis vraiment en retard. J'en ai plein des livres, des romans graphiques de la Bibli qui m'attendent dans ma bibliothèque. Puis il va falloir que je les lise. Donc celui-là aussi, c'est un livre de bibliothèque. Puis bien ça, c'est un livre qui vient d'une autre bibliothèque, donc un prêt en bibliothèque, ce qui fait que je l'ai pendant 3 semaines seulement, mais je ne peux pas le renouveler l'emprunt, donc je vais le prioriser. Puis même chose dans le fond pour les romans graphiques, ça fait longtemps que je les ai, donc je renouvelle, mais là je suis pas mal rendue à la limite de renouvellement, donc je vais m'y mettre. Donc j'aimerais ça pouvoir en faire. J'ai encore congé pour 3-4 jours, 3 jours. Donc est-ce que ça sera ce qui va être au menu? Nul ne le sait, mais vous allez le savoir bientôt de toute façon. Alors, sans plus tarder, allez, on lance tout. Et donc on a su pendant ce laps de temps-là, avant la célébration où la fille du duc, la vraie, est censée revenir, et on a ces différentes interactions avec des personnages masculins. Donc il y a déjà ces 2 frères adoptifs, il y a un magicien, il y a un esclave qui est comme son chevalier.
Et salut! Alors, on est le mardi 22 avril et je suis en congé. Et le restant du monde, couramment, non, dont mon conjoint. Puis là, ben, égoïstement, ça me fait comme un petit plaisir parce que je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais quand tout le monde est en congé puis tout le monde n'est pas en congé et que vous l'êtes, il y a un petit quelque chose qui fait comme quand on était jeune, qu'on allait à l'école puis que finalement on avait l'autorisation de ne pas aller à l'école puis qu'on était malade, mais pas trop. Donc, on me fait quand même en profiter. En tout cas, moi, ça me fait un peu cet effet-là. Donc, me voici. Journée grise. Je viens de sortir de mon petit matin super actif. On s'est levé tôt ce matin, puis c'était bizarre. Là, c'est pas, ben, je veux dire, il n'y avait pas de raison particulière. Mais comme j'étais réveillée tôt, ben, j'ai pu enchaîner une couple de petits trucs qu'il fallait qu'ils soient faits ce matin en tâches, ben, qu'il fallait que ça soit fait aujourd'hui en tâches ménagères pour que ensuite j'avais envie de pouvoir profiter pleinement de ma dernière journée de congé avant le retour au boulot. J'ai eu un long congé, j'étais chanceuse pour Pâques. Et donc, c'est ça. C'était ça mon plan. Donc, me voici à m'installer, tout prête à m'installer. Et en fait, j'ai décidé que j'avais envie de faire un petit quelque chose aujourd'hui que vous allez avoir déjà vu quand le vlog va être sorti, mais qui est un genre de passer une journée avec moi dans ma vie de lectrice. Bon, c'est pas original, plein d'influenceurs le font, plein de booktubers le font. Ben, dans le fond, moi, je le vois souvent plus chez Le Souffle des mots. Mais là, j'avais envie de le faire parce que dans le fond, aujourd'hui, ça se peut que je fasse plus des choses de lectrice. Donc, je joue le jeu un petit peu, là, je documente ma journée pour faire peut-être une petite vidéo courte là, de sans doute moins d'une minute. Donc, j'ai ça qui est en arrière-fond dans ma journée. Mais sinon, ce que je pense que je vais faire aujourd'hui, c'est lire. Puis, lire! Excusez, j'ai pas beaucoup d'autres plans. Peut-être faire du casse-tête. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller me balader. Bon, aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Donc, en temps normal, si j'ai pas de déplacement à faire, je ne fais pas exprès. Ou j'irai en transport écolo. Mais en même temps, j'ai un véhicule électrique. Fait que je me dis, bon, peut-être. Mais bon, j'essaie peut-être essayer de faire un effort pour peut-être pas sortir pour rien aujourd'hui ou pas nécessairement consommer des choses pour essayer d'être cohérente un peu par rapport au jour de la Terre. Mais bref, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que, ben, vous avez vu dans les petites images, mais j'ai commencé une lecture d'un roman graphique hier. Et en fait, ça s'inscrit dans, cette semaine, j'ai décidé de faire ça, là, un défi que la Bibliothèque de Laurie s'est lancé, donc qui est un jour un graphique. Donc, c'est pas nouveau, là, c'est quelque chose que plusieurs personnes font. Mais j'ai décidé de le faire parce que j'avais, je vous ai dit, là, beaucoup de romans graphiques que je voulais lire. Puis j'ai emprunté à la Bibli, donc j'essayais de les passer un peu en priorité parce qu'éventuellement, bon, je prolonge mes emprunts, mais il y a comme une limite à ce que je peux prolonger. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas. Cette semaine, c'est une semaine un peu atypique pour moi. J'ai eu congé pas mal. J'ai une semaine après ça de travail plus courte, puis bon, je suis en télétravail une journée, je suis en librairie dans une autre journée. Donc, ça fait que dans ce temps-là, mes journées sont organisées différemment en termes de quand sont mes moments où j'ai du temps libre. Donc, je pense que ça va fonctionner bien pour cette semaine. Alors voilà, je me suis donc lancée dans un jour un graphique. Donc, le roman graphique d'hier, je ne vous en ai pas parlé puisque je l'ai terminé finalement plus tard, c'était le fameux Eurydice, adapté par Lou Luby. Pas adapté, mais une relecture proposée par Lou Luby, illustrée par Solène Guivre ou Guivré, et c'est chez Delcourt. Et j'ai vraiment adoré ça. Je ne sais pas si je vais voir à l'arrière. Je voulais la quatrième, en fait, c'est quand même une réécriture du mythe d'Orphée, évidemment, et d'Eurydice. Moi, je me suis quand même un petit peu remis dedans parce que je voulais juste être sûre. En fait, j'ai lu le roman graphique avant de relire un peu le résumé du mythe d'Orphée, puis de toute façon, à la fin, ils le remettent aussi pour nous mettre un peu en perspective. Mais c'est pas nécessaire que vous sachiez nécessairement que c'est quoi le mythe d'Orphée, là. Donc, à l'arrière, je vous lis la quatrième de couverture. Orphée est un jeune chanteur au talent quasi divin, idéaliste et révolté. Mais sa rencontre avec une mystérieuse étrangère nommée Eurydice va bouleverser ses priorités. Par amour pour elle, il sera prêt à tout, y compris descendre la chercher au royaume des morts. Réécriture du mythe grec d'Orphée et d'Eurydice, ce récit intemporel se déroule dans une cité de papier au milieu du désert où l'on dit que vivent les divinités. Pourtant, derrière leurs masques, Dieu et Muse révèlent leurs failles terriblement humaines. Et ce dernier paragraphe-là dit pas mal ce qui se passe. Donc, je vous ai montré quelques illustrations. J'aime vraiment beaucoup la proposition graphique aussi. Parce que Lou Luby, vous savez que c'est une BDiste qui a absolument fait texte et illustration. Mais elle avait déjà confié qu'en fait, c'est une BDiste, mais elle n'aime pas tant ça dessiner. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un peu un de ses rêves. C'est une relecture qu'elle avait en elle depuis longtemps. Puis c'est juste qu'elle avait
elle voyait pas comment elle pouvait se lancer dans ce type d'illustration-là parce qu'elle est plus dans les illustrations concrètes, réalistes. Là, on est vraiment dans un autre univers. Donc, cette collaboration-là avec Solène Guivre ou Guivry semble être arrivée au bon moment. Donc, en effet, on va suivre Orphée qui habite avec sa sœur Calliope, qui est la muse de la poésie, je pense. Calliope. Je vais regarder à l'arrière parce qu'on a des petits repères pour nous Calliope. Ouais, je sais pas si c'est là-dedans. Hadès, Pygmalion. Oui, la muse à poésie. Donc, qui habite avec sa sœur, la muse à poésie. Là, déjà, commence à réécriture parce que de ce que j'ai vu dans les notes, c'est que c'est pas la sœur dans le vrai mythe, c'est censé être la mère. Là, je vais pas tout vous recorriger, là, mais juste pour vous dire que, bon, dans cette histoire-là, Orphée habite avec sa sœur, qui est la muse Calliope. Et lui, c'est un poète, un espèce de créateur, idéaliste, anarchiste et tout ça, puis un super grand don au niveau de sa voix. Mais c'est pas c'est pas lui qui travaille. Il est là pour je sais pas, enchanter le monde et faire réagir le monde et tout ça. Sa sœur Calliope, par opposition, c'est une muse et elle travaille à l'espèce d'attraction touristique de la ville. Donc, c'est une ville qui a été complètement... en fait, c'est une reproduction en carton-pâte un peu, mais en papier finalement, de ce que les gens pourraient penser que l'Olympe, ce à quoi les gens pourraient penser que l'Olympe ressemble. Et donc, c'est là, en plein milieu du désert, à proposer aux gens pour leur faire croire qu'en fait, c'est la vraie cité des dieux. Et les gens viennent là pour faire des pèlerinages quand les gens sont morts et tout ça, parce on dit aussi que la fameuse porte vers le monde des morts serait pas trop loin dans le désert et tout ça. Donc, on va retrouver en fait des humains, tout simplement, qui sont là et en fait, tout simplement, participent à l'espèce de machination un peu théâtrale, puis c'est leur gagne-pain en fait. Donc, Calliope va jouer une des 9 muses, donc, et elle est là, elle est danseuse et tout. Et on va la suivre, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, est amoureuse d'un médecin. Et puis bon, dans le fond, tout ce beau monde-là, dans la cité de papier, donc dans l'imitation pour l'Olympe, va être sous le joug, et je dis bien joug, de Pygmalion, un autre mythe, qui est là et qui met toute la mise en scène, puis qui est il est très autoritaire, il est pas trop dans la reconnaissance, il est très dur, il faut que ça fonctionne comme il veut. Puis lui, en fait, ça l'énerve de payer plus les gens et tout ça. Et donc, ça va être, c'est un peu un moi, c'est vraiment comme si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, je vais vous mettre dehors, puis c'est tout. Il n'est vraiment pas dans la considération du tout. Donc, on va suivre Orphée et Calliope. Et Orphée va, à un moment donné, être sorti de la ville de papier et s'être promené en dehors de ça, donc à l'endroit où les gens ne devraient pas le voir parce qu'il ne faut pas qu'ils comprennent que c'est pas vraiment des dieux, puis que c'est des humains, puis que c'est une espèce de mascarade. Et il va rencontrer un cortège qui est là, un cortège funèbre. Et il va voir, en fait, de loin un cortège funèbre. Et il va éventuellement voir une jeune femme qui est là, puis qui a enlevé tous ses vêtements d'apparat et tout, puis elle est comme juste en sous-vêtements, puis il est comme, OK, est-ce que ça va? Salut. Et c'est Eurydice. Donc, Eurydice qui s'est sauvée du cortège. Elle a l'air complètement fermée sur elle-même, complètement en détresse et tout ça. Puis, il va finalement aller la voir, il va se mettre à chanter, puis lui, son don, c'est que sa voix enchante tout, incluant les objets inanimés, mais dans son cas à lui, c'est qu'il va surtout réussir à apaiser, disons, Eurydice, et il va la ramener avec lui chez sa sœur. Alors qu'il n'est pas censé faire ça, parce que c'est comme si on amenait le public dans les coulisses d'un spectacle, donc il n'est pas censé faire ça. C'est très dangereux parce que c'est pas légal et tout. Évidemment, Calliope va finir par s'en rendre compte, puis elle va faire comme, mais qu'est-ce que tu as fait là, la ramener et tout. Puis elle dit, mais je ne peux pas la laisser là. Puis tu sais, bon, évidemment, Eurydice, ça parle pas beaucoup, on sent qu'elle est vraiment en détresse, puis elle va se refermer sur elle-même. Donc, dans toute l'histoire, on va voir Eurydice qui va se dégrader de plus en plus, son état. On la voit même, ses cheveux raccourcissent, ça commence à maigrir et tout. Orphée qui est clairement eu un coup de foudre, complètement en amour avec Eurydice. Calliope qui est comme, mais je veux pas que tu nous mettes en danger, c'est ridicule. Puis en même temps, elle-même, elle a ses problématiques parce qu'à un moment donné, dans un spectacle, elle va déchirer sa robe de papier, puis Pygmalion qui est vraiment horrible va dire, ben, c'est ton problème, je vais le prendre sur tes gages, puis c'est tout. Puis elle va commencer à finalement vouloir devenir un peu une activiste, puis se dire, on va faire la grève, et puis c'est tout, pour qu'ils comprennent que sans nous, son spectacle n'est plus. Donc, on va être comme ça, je ne vais pas tout vous raconter, mais on va les voir avancer. Puis, éventuellement,
c'est là qu'on va voir, en fait, prendre l'espèce de côté de, bon, Orphée qui va devoir éventuellement aller chercher Eurydice au royaume des morts. Je vous en dirai pas plus. Il va apprendre aussi beaucoup de choses, en fait, éventuellement, sur qu'est-ce qui s'est passé avec Eurydice, pourquoi elle est partie du cortège. On va comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de l'ordre de l'abus, de la violence conjugale. Et voilà, donc ça va rester comme ça et tout, puis il va y avoir une belle conclusion à cette histoire, parce que je ne vais pas vous en dire trop, parce que c'est une relecture, donc ça ne se passe pas exactement. Ben, quoique, ça colle en partie, en très bonne partie au mythe d'Orphée, c'est-à-dire celui qu'on connaît, la partie de Orphée qui va chercher Eurydice dans le domaine des morts, et ce qu'il va avoir à faire, convaincre le Styx de le laisser rentrer, convaincre le Cerbère, le Charon, en fait, je pense, de le laisser rentrer. Puis le Styx de l'amener au royaume des morts, le Charon de le laisser rentrer, ou quelque chose comme ça. Donc, cette partie-là, c'est quand même là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre le mythe à un autre endroit. On va le prendre un peu en amont. On va changer un petit peu la donnée qu'en temps normal, Orphée, il serait censé être marié à Eurydice, puis elle va mourir alors qu'ils viennent tout juste de se marier, puis elle va se ramasser dans le domaine dans le monde des morts, puis c'est pour ça qu'Orphée va aller la chercher. Là, on assiste plutôt à le sauvetage d'une âme blessée par Orphée. Il va tomber en amour avec elle. Eurydice va être dans un état où elle ne pourra même plus... elle ne pourra même plus faire confiance, elle croit même plus en elle-même, elle ne croit plus en la vie non plus. Et ça va évidemment évoluer. Tout ça sur fond de exploitation, dans le fond, dynamique sociale, donc de exploitation des femmes, exploitation des gens sans leur consentement par Pygmalion en disant, ben, tu sais, ce qui compte, c'est le spectacle, puis au pire, si vous ne faites pas l'affaire, je vais vous remplacer. Et il y a l'arrivée justement des remplaçants lors d'une grève qui fait un peu, en fait, ce sont des silhouettes qui sont uniquement en papier. Et tout ça, ça fait même évoquer un peu le côté qui est encore très d'actualité de l'intelligence artificielle. Est-ce que ces créatures-là vont pouvoir enchanter autant s'ils n'ont pas d'âme? En tout cas, c'est super bien fait, ça touche vraiment plein de sujets, mais tout ça tellement bien amené, tellement bien tricoté. On n'a pas l'impression que, justement, moi, dans le fond, comme je vous dis, c'est une histoire en soi. Si jamais vous voulez la lire, même si vous ne connaissez pas le mythe d'Orphée, c'est pas grave. C'est plus que ça s'est basé sur ça, puis c'est ce qui a inspiré Lou Luby. Et ensuite, voyons, j'ai oublié toujours son nom. Solène Guivre pour l'univers visuel. Mais en tant que tel, c'est pas. Je veux dire, c'est pas grave. Comme je vous dis, c'est pas indispensable d'avoir nécessairement le mythe d'Orphée et d'Eurydice en tête. En soi, c'est une BD qui est marquante, je trouve. Autant on a vraiment sa touche, comme je vous dis, thématique de la violence conjugale, la détresse, l'amour, l'empathie, la sympathie, le besoin d'aider l'autre, le sentiment d'impuissance, les mouvements sociaux concernant justement les mauvais traitements, les inégalités, l'importance de l'art, l'importance de l'artiste dans tout ça. C'est tellement bien fait. Puis comme je dis là, c'est parce que je le décortique, mais quand on lit, tout ça, on l'intègre, tout ça, on le reçoit. Ça nous bouscule un petit peu les émotions, oui, mais aussi la réflexion. Puis ça se fait de façon totalement organique, fluide. On n'a pas l'impression qu'on est en train de se faire passer des messages ou rien. C'est excellent. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette BD-là. Puis a priori, je n'étais pas nécessairement convaincue par le visuel, dans le sens que je regardais la couverture, puis ça m'apparaissait un peu plus... je sais pas. C'était intéressant, c'était atmosphérique ici, mais j'aimais comme un petit peu moins le côté un peu... disons, stylisé des personnages. Je me disais, est-ce que ça va être un petit peu, ça va faire un petit peu comme si c'était fait à l'ordinateur, puis ce l'est peut-être, là. Mais j'avais peur que ça manque de sensibilité, alors que non, finalement, on est quand même dans les traits qui sont épurés, mais ça manque pas du tout de sensibilité. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Alors, comme premier, un jour, un graphique, j'ai un peu de pression. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai pas encore choisi mon second graphique, donc celui pour la journée d'aujourd'hui. J'en ai plusieurs qui m'attendent, mais je vous en parler quand je l'aurai choisi. Mais sinon, avant, désolée, je vais me lancer dans la lecture de ceci. Ça fait plein de fois que je vous en parle. Donc, L'énigme du rubis, une enquête de Prospérine Cerisier. C'est par Jennifer Dalrymple chez Scrinéo.
Et je vous en parle parce que, ben c'est ça, je lis, je veux le lire, ça m'intéresse, j'ai la 4e de couverture, ça a l'air super intéressant, l'écriture a l'air vraiment intéressante. Ça n'a pas l'air d'être très pour jeunes, finalement, ça a l'air d'être plus comme ado, c'est assez rough dès le départ. Donc, ça m'intéresse vraiment de le lire, mais comme vous savez que je lis beaucoup de livres en livre audio, puis que j'ai pas la version audio, puis j'ai même pas accès à la version numérique, ce qui fait que je peux pas, même pas le poursuivre en lecture d'assistance quand je vais faire mes commissions ou quand je fais d'autres trucs ou quand je vais marcher. Ça fait qu'il faudrait que j'aie lu une bonne partie de ce livre-là pour me sentir interpellée puis pouvoir potentiellement l'interrompre ensuite. Mais j'ai pas encore fait ça. Fait que là, j'ai décidé que je vais donner un objectif. Puis j'ai toujours pas l'heure. Tout à l'heure, je voulais donner l'heure puis je l'ai pas. Mais bon, je sais pas quelle heure il est, je vous la mettrai. Mais j'ai envie de me dire que je lis au moins 1 heure. C'est un livre qui fait à peu près 300 pages, donc après je lis à peu près 100 pages à l'heure. En même temps, là, c'est quand même de l'ado, c'est assez aéré. Peut-être que je vais lire un petit peu plus que ça. Puis j'aimerais ça me rendre au moins au tiers ou peut-être à la moitié si je suis chanceuse avant de poursuivre ma journée puis peut-être faire quelques petites sorties. Bon, même si on est jour de la terre, là, mais j'aimerais ça pouvoir, dans le fond, c'est ça, me lancer là-dedans. Puis avoir une bonne base pour être capable de ne pas décrocher de l'histoire puis vouloir le finir rapidement. Parce que c'est ça mon but. Mais c'est surtout que ça me tente. Il m'intéresse vraiment ce livre-là. Quand je l'avais demandé à Annette Gallé, j'étais vraiment intéressée. Puis là, je ne sais pas pourquoi je boque. Puis c'est pas parce que c'est un livre papier, là. C'est juste qu'on dirait que maintenant, j'ai de la misère si j'ai pas toujours en continuité. Donc, je le commence en papier, puis après ça, je le lis en livre audio ou en lecture d'assistance. Ça me permet de toujours être dans l'histoire puis de ne pas décrocher. Là, je suis comme plus habituée à cet enchaînement-là, d'avoir comme un seul mode de lecture. Puis je pense que c'est juste ça qui me fait freiner tout simplement. Alors, je vous le dis, je vais me lire pour 1 heure. Vous verrez plus tard, dans quelques secondes, si je vais avoir réussi à faire ça. Puis ben, dès que j'ai fait au moins mon 1 heure, je vous reviendrai pour vous dire qu'est-ce que je fais pour la suite de la journée. Alors allez, à tantôt! Hey, coucou, juste rapido, mais 1 heure de lecture, 114 pages. Donc, comme je pensais, ça se passe quand même assez bien. Puis, ben, je pense que je veux continuer. Parce que là, je suis vraiment prise dans l'histoire. On est dans... Je pense que c'est comme du jeunesse plus, donc peut-être du 11-14, mais pour des jeunes qui n'auraient pas peur d'un contexte qui est un peu glauque quand même, parce que ça se passe en 1866, puis que le meurtre est vraiment glauque. Et c'est un environnement... en tout cas, l'autrice est vraiment bonne parce qu'elle nous fait ressentir comme le côté vraiment sombre, puis la suie, puis la puanteur. Puis... Fait que c'est vraiment bien fait jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Par contre, c'est peut-être pas de l'ado. Je sais pas si... Bon, ça reste quand même une jeune fille qui a une très grande curiosité en général concernant les connaissances en général, puis la médecine en particulier, et qui va finir par s'impliquer un peu dans tout ça par curiosité pour en apprendre plus. Puis on est quand même avec un père qui finalement est un peu atypique pour l'époque parce qu'il a résisté pour envoyer sa fille dans un couvent comme sa belle-sœur, la sœur de Feu, sa femme, de Feu, son épouse, voulait faire, parce qu'à l'époque, c'était la façon de faire aussi pour les jeunes filles, pour qu'elles soient préparées pour un bon mariage. Puis, il a trouvé que c'était pas nécessairement la meilleure chose. Sauf que là, il est comme confronté avec sa décision, avec le fait que, ben, c'est pas une... Il y a des convictions en même temps. Sa fille est exposée à des choses que lui, comme père, aimerait pas tant ça qu'elle soit exposée. Puis c'est pas parce qu'elle est une fille, c'est juste qu'il trouve ça jeune un peu. Fait que voilà. Fait que j'en suis là. Puis j'en suis aussi à la première fois où la jeune fille va rencontrer sa tante, celle qui devait s'en occuper puis qui voulait l'envoyer dans un couvent. Donc, ben voilà, je suis bien prise dans l'histoire. Ça me fait un peu penser à Calpurnia Tate. Ben, c'est un mélange de choses, mais c'est un peu l'ambiance au niveau de l'émancipation intellectuelle. Calpurnia Tate de Jacqueline Kelly, mais en version France napoléonienne de Napoléon III, disons, parce qu'il me semble que Calpurnia Tate, ça se passait dans le sud des États-Unis, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment ce côté-là, la naissance de l'intérêt scientifique. Ou peut-être à la limite, voyons, comment ça s'appelle? Miss... Ah,
Je lis, j'ai un blanc. C'est de Marie-Aude Muraille, Miss Charity. Donc, un peu ce principe-là aussi. Donc, c'est un petit peu ça, c'est une espèce de roman biographique qui évoquait la vie potentielle de quelqu'un qu'on pense être Béatrix Potter, donc qui est connue pour ses illustrations d'animaux pour enfants, mais qui était en fait une grande amatrice de la faune, des insectes, des sciences naturelles et tout ça. Donc, c'est tout ça pas mal qui évolue avec un petit peu d'Enola Holmes, mais avec une figure de père présente, alors qu'Enola Holmes est habituée à se débrouiller sans. Puis c'est comme la figure de la mère, même cette absente qui est importante. Puis peut-être un petit côté que moi j'avais trouvé dans une vieille série dont je vous ai déjà parlé, qui était de Y.S. Lee. C'était, je vais mettre les vignettes, puis je me souviens plus c'est quoi en anglais. Ah ben c'était The Agency, je pense que c'était. Puis c'était vraiment, ça se passait aussi en Angleterre. Puis c'était une agence entièrement de détectives, entièrement féminine, qui recrutait des jeunes femmes qui devaient faire face à la justice, des jeunes femmes qui étaient démunies, ben même des jeunes enfants démunis, pour leur apprendre, leur offrir une éducation, puis ensuite les faire devenir détectives féminines dans un monde où on ne se méfiait pas des femmes. Donc, puis jouer un peu le jeu de la société, mais contre eux autres mêmes. Donc, voilà. Bref, tout ça en ce moment, ça me fait penser à... en fait, ce livre-là me fait penser à des feelings que j'ai eus pendant la lecture de tous ces ouvrages-là. Mais bon, sans plus tarder, je vais passer ma lecture. Hey, recoucou! Alors, j'ai réussi. J'ai terminé l'énigme du rubis, comme je vous avais dit. Alors, hey, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Bon, sans surprise, je me disais que ça allait me plaire, mais des fois, j'ai cette impression-là, puis finalement, c'est pas ça qui arrive. C'était vraiment intéressant. Je maintiens que c'est du... Ouais. Peut-être même 10, 14, 10, 13, 11, 13, disons. Ben, ça ne veut pas dire que plus vieux, on ne peut pas l'apprécier. Là, moi, j'ai beaucoup apprécié. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que c'est un rythme qui est assez rapide. Puis, la résolution... En fait, bon, je vais prendre du début. OK. J'adore la plume de Jennifer Dalrymple. C'est une plume qui est hyper bien équilibrée, qui parvient à créer rapidement une galerie de personnages vraiment diversifiés, à nous faire comprendre un contexte historique, social, en très peu de pages. En fait, on a la description, puis je dirais que dès qu'on a atteint chapitre 2 peut-être, ou 3 au plus loin, 2 ou 3, donc peut-être une trentaine de pages au maximum, on a compris l'histoire, un peu le passé des personnages principaux, les personnages secondaires, le contexte social et dans lequel les personnages principaux vont évoluer, et l'enquête principale, tout est déjà lancé. Donc, voyez-vous, et malgré tout, on n'a pas l'impression qu'il nous manque des morceaux, et la plume est super intéressante. Est dynamique, est fine. Il y a une couleur historique, parce qu'on a quand même différentes classes sociales qui vont qui vont interagir entre elles. Donc, il y a aussi ça. Donc, on sent vraiment qu'il y a un travail qui a été fait là-dessus. Pourtant, les descriptions, c'est dire pas nécessairement en longueur, les dialogues non plus. On nous fait confiance, en fond, pour la suite des choses. C'est vraiment intéressant. On embarque rapidement dans l'enquête. On s'attache vraiment vite à Prospérine la rebelle et à son père, finalement, Edmond Cerisier, qui, bien qu'il ait un rôle supposément dans les forces de l'ordre, va finir par rapidement devenir un allié pour tous les gens qui vivent de l'injustice à cette époque-là, et particulièrement sa fille, puisqu'elle est une femme à une époque où les femmes, on s'attend d'elles à ce qu'elles deviennent simplement de bonnes épouses. Et même certaines personnes qui, au départ, étaient très réfractaires à cette idée-là, éventuellement, on va se rendre compte qu'il y a quand même une certaine profondeur, puis qu'il y a peut-être d'autres choses à cacher dans le sens positif. Donc, une profondeur humaine qu'au départ, de la manière dont ça nous est présenté, on ne va pas nécessairement percevoir. Ce qui me pousse à dire que c'est un roman qui est vraiment bien travaillé. Puis c'est d'autant plus difficile de
de trouver le bon dosage pour un roman, pour, disons, je dirais jeune ado, là, le bon dosage de réalité historique, profondeur des personnages, invitation à la réflexion et en même temps péripéties haletantes. C'est super difficile de trouver comment on peut justement tout ajuster pour faire en sorte que ce soit exactement pour ça, que ça ne soit pas ennuyant, que les choses aillent rondement en même temps qu'on n'ait pas l'impression qu'on est perdu. C'est assez foisonnant quand même comme univers. C'est foisonnant parce qu'il y a beaucoup de personnages, parce qu'il se passe des choses, parce que c'est une ville qu'on perçoit, une ville, bien, Paris à 1866, dont on perçoit la fébrilité, dont on perçoit les ondes d'ombre, les problématiques, tout en même temps. On dirait qu'on sent ça gronder pendant toute la durée, en fait, de l'enquête. Et on a envie que Prospérine aille plus loin. On aime son côté rebelle. Puis évidemment que la seule chose que je pourrais dire, c'est que pourquoi je dis que c'est un roman qui n'est peut-être pas destiné à des ados ou des jeunes adultes ou même des adultes, même si j'ai vraiment fortement apprécié tout ça. C'est quand même que, d'une certaine façon, on permet aux choses de se résoudre ou on permet aux boucles de se boucler relativement aisément. Pas nécessairement parce qu'on va prévoir que ça va se boucler comme ça. Donc, c'est pas que c'est prévisible, c'est juste que, disons qu'on donne une petite chance au destin. Mais c'est pas non plus trop évident, donc on n'a pas l'impression qu'on est en train de, genre, voir l'autrice se coudre ça au gros fil blanc pour qu'on puisse voir. Donc, c'est juste que ce que je dis, c'est que par rapport, disons, à un roman peut-être adulte où on se serait permis que les choses se traînent un peu plus dans la grisaille. Là, c'est quand même un petit peu plus, disons, les contours sont plus nets de la résolution. En même temps, ça reste quand même que tout n'est pas réglé. Mais c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Là, ce que je vois, c'est que c'est écrit une enquête de Prospérine Cerisier. Et puis moi, tout ce que j'ai envie, c'est d'espérer qu'il va en avoir d'autres parce que c'est vrai. Moi, j'ai adoré ça. J'ai vraiment trouvé ça super bon. Encore une fois, il faut vraiment le prendre. Je sais pas si ça a été vraiment écrit en français en premier, parce que c'est juste que je voyais que Jennifer Dalrymple est née aux États-Unis, mais a grandi en France. Donc, je pense que le français est peut-être sa langue première, mais c'est juste qu'au début, ça m'a mélangé, comme elle a un nom de famille qui semble plutôt anglophone, mais peut-être que dans ses parents, il y a un anglophone. Puis moi-même, j'ai un nom de famille qui est anglophone, donc ça veut rien dire. Ça me mélangeait un peu. Je me suis dit peut-être que c'était déjà sorti puis c'était traduit, mais non, c'est en français. Donc, écoutez, c'est chez Scrinéo, c'est paru en 2024, 3, 2020. Je regarde ça parce que j'ai espoir. J'aimerais bien ça qu'il y en ait un autre qui soit sorti. 2024. J'ai peut-être un petit peu trop d'espoir, mais il me semble que c'est au début 2024 que c'est paru. Donc, boudez pas votre plaisir. Même si, comme je vous dis, c'est pas destiné. Quand je dis ça, c'est juste pour pas que des attentes soient trop élevées dans le sens où je trouve que c'est parfait. On n'est pas dans la facilité. On offre justement des avenues qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus sombres, beaucoup plus grinçantes que ce qu'on pourrait s'attendre pour de la littérature pour jeunes ados. Mais en même temps, ça reste que c'est pas non plus un roman. Puis j'appellerais ça comme un roman noir. Ouais, c'est un roman noir, en fait. Il y a une enquête, là, mais c'est plus un roman noir. Donc, évidemment, un roman noir pour adultes, ça va beaucoup plus loin dans le côté glauque. Là, ça va quand même vraiment loin, mais on permet au moins est-ce que les choses, comme je vous dis, qu'on ne laisse pas le lecteur dans une espèce d'incertitude que dans la vie, rien se règle. On lui donne une petite chance un petit peu quand même par rapport à ça, mais c'est tout. C'est le seul moment où on donne un peu d'espoir. Sinon, pour le restant, ça reste, on est vraiment dans le glauque. Donc, je trouve ça super intéressant. Pourtant, absolument, c'est pas mon genre, le roman noir. Ben, ouais, pas tant que ça. Il faut que je fasse attention un petit peu. Mais celui-là, vraiment, j'ai adoré. C'est un roman d'atmosphère, c'est un roman d'action, c'est un roman c'est un roman prise de position sociale aussi quand même. Il y a une partie de féminisme aussi qui est là, donc boudez pas votre plaisir, allez-y sans hésiter. Donc, je suis super contente de m'être donné un petit coup à l'arrière-train pour lire ça aujourd'hui, parce que ça ne faisait pas que ça traînait, puis il était temps que je m'y mette. Alors voilà, bon, ben écoutez, on est quand même rendu presque en milieu d'après-midi, puis là, évidemment, si je m'écoutais, j'aurais tendance à juste vouloir traînasser ici, faire un casse-tête, me choisir ma BD pour le roman graphique du jour. Mais je pense que je vais me bousculer un peu la quiétude. Puis je vais aller peut-être dans un petit café rapido pour lire mon roman graphique du jour. Question de changer un peu le paysage. Donc, je vais vous revenir
quand je vais avoir quelque chose de nouveau à vous raconter. Hey, coucou! Alors, me voici de retour du café. J'ai tergiversé encore. Vraiment, là, les 3-4 derniers jours, je sais pas comment je fonctionne dans mon cerveau, là, mais j'arrive pas à prendre de décision. En tout cas, ça veut dire que j'ai décroché potentiellement, là, parce que j'aimerais être en congé. Je savais plus si je voulais aller dans un café. Finalement, je suis allée. Et j'ai lu ma BD du jour que j'ai choisie, qui d'ailleurs, en passant, entre dans une pochette à livres de Steph de Piketty. Donc, Piketty Bookin, mais Steph de Piketty, quand même. C'est pas vendu pour une pochette à livres pour les BD, c'est censé être une pochette à livres pour les grands formats. Et oui, oui, ça rentre à l'intérieur. C'était une de ces pochettes qu'elle avait faites dans ça avec un petit rebord ici, là, donc je vous la montre. Là, mais juste pour vous dire, si jamais vous en achetez chez elle puis qu'elle fait des grands formats, c'est vraiment bon. C'est sûr que c'est une bande dessinée qui est plus un peu plus grande qu'un grand format de roman et un peu plus petite que les formats BD habituels, mais quand même, ça rentrait vraiment facilement. Alors donc, voici la BD que j'ai choisie pour aujourd'hui, qui est, je ne sais pas si on voit bien, Minuit passé. Et c'est de Gaëlle Genillier. C'est chez Delcourt dans la collection Mirage. Et ben voilà, donc Minuit passé, c'est une autrice qui avait fait Le Jardin, Paris, je pense. C'est celle-là, moi, que j'avais découvert dans celui-là. Ouais, Le Jardin, Paris. J'avais lu celui-là, puis ça m'avait gros touché. C'est une belle histoire, une histoire d'existence en dehors des marges, mais en même temps qui est un peu bienvenue, qu'on arrive à trouver finalement des sentiers, même s'ils sont vraiment hors des grandes avenues. C'est super, vraiment, c'est vraiment bien fait et tout ça. Mais bon, quand j'ai vu passer celle-là, je me suis dit, pourquoi pas. Je lis la 4e de couverture, c'est pas très long, c'est un extrait du livre. Alors, si ce que me raconte la maison me fait peur, c'est parce que j'ai pas encore compris ce qu'elle voulait me dire. Ça viendra. Alors, on va retrouver Garlin, qui est un restaurateur d'œuvres d'art et qui on le découvre en fait alors qu'il est au manoir qui a un nom, bien sûr. Le manoir, je vais y arriver. Je sais qu'il est rementionné à la fin, mais le manoir, le manoir Drosera, en fait, puisque c'est un manoir familial, donc, qui est là-bas, qui est là-bas avec son fils. Sa femme travaille en dehors, en fait, puis ils ont décidé, eux autres, en fait, elle aussi, c'est une artiste. En ce moment, elle est en train de faire les expositions, puis ils ont décidé de s'installer là. C'est l'ancienne maison familiale où Guerlain a séjourné quand il était plus jeune, mais il s'en souvient vraiment plus. Après ça, il est habité à Londres. Guerlain a 3 sœurs qui sont très bienveillantes, qui sont plus vieilles que lui et tout ça, qui, elles, se souviennent d'avoir séjourné souvent les étés dans ce manoir-là. Mais comme la famille était plus à Londres, ça a été moins utilisé par la famille. Et il y a un été particulier où Guerlain avait 7 ans, dont elles se souviennent parce qu'à l'époque, Guerlain ne parlait pas. Et à cette époque-là, dans le manoir, il disait qu'il voyait des choses. Donc, retour dans le présent, on voit Guerlain qui est avec son fils et rapidement, on va le voir. Puis lui, en fait, il s'en souvient plus vraiment à cette époque-là. Donc, il arrive là, puis tout ce qu'il y a, c'est un sentiment d'étrangeté. Donc, comme si, je sais pas, la maison était un peu bizarre ou il se passait un peu des choses, mais bon, il se dit que c'est peut-être juste dans sa tête un peu. C'est quand même un être assez. qui a une perception assez. Une acuité perceptive parce que, bon, c'est un artiste, donc c'est sûr. Ça reste comme ça. Puis il se rend compte rapidement que son fils aussi a l'air de voir des choses, mais son fils n'est pas du tout apeuré, alors que lui, ça l'inquiète vraiment. Donc, on va le suivre au fil de leur séjour. Comment les choses vont évoluer. Éventuellement, il va y avoir 3 corneilles qui vont arriver, que on ne sait pas d'où, que à la fois lui et son fils vont voir. Puis il va réussir un peu comme à parler aux corneilles, mais dans le sens qu'ils vont se comprendre sans nécessairement avoir des mots. Éventuellement, son fils va découvrir un livre sur le spiritisme. Lui va découvrir un livre qui semble venir de son enfance, qui était fait par lui, puis qui est sur le langage des fleurs, avec des mots et tout ça. Donc, on va suivre là-dedans. On sent vraiment que il se passe quelque chose. C'est quelque chose d'inexplicable, d'inexpliqué, puis lui-même essaie de mettre les mots là-dessus. Ça commence à lui faire quand même assez peur, dans le sens où
pas nécessairement peur si jamais il y a une présence dans la maison, mais juste peur parce que on dirait que c'est juste comme lui qui les voit, mais il est pas trop sûr. Puis là, son fils commence à les voir, puis là, il se dit genre, c'est comme s'il se disait, je devrais-tu m'inquiéter? Il me semble que je devrais m'inquiéter. En même temps, il est mal à l'aise et tout ça. Donc, ça va aller comme ça, puis on va faire justement dans le fond, des moments passé présent. Donc, on va apprendre de plus en plus d'histoires qui s'est passées pour lui quand il était plus jeune. Puis les choses vont se développer éventuellement vers une espèce de libération de quelque chose par rapport à son passé qui va, en fond, le permettre d'aller de l'avant. Si j'ai la floue, c'est que c'est un roman graphique qui, pour moi, a été flou. Ma perception a été floue. Je ne sais pas trop encore ce que j'en pense. Je pense que pour moi, c'était une bonne lecture. Pour moi, ça reste un roman graphique d'ambiance. Et un roman graphique d'ambiance, ambiance gothique, occulte. Ça donne un peu cette ambiance-là et tout ça. Puis surtout que, tu sais, c'est super intéressant. Les personnages sont quand même habillés de façon assez singulière, même si on est encore quand même dans le présent, par exemple, ici. Là, on voit quand même comment le personnage principal est habillé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le travail visuel. Voyez-vous, ça, ce que je vous ai montré, c'est dans le présent. Puis ça, c'est un saut dans le passé, quand on raconte l'histoire du petit Guerlain ici. Donc, on voit que la colorimétrie est différente. On est dans les tons de vert et tout ça. Et bon, j'ai aimé, disons, découvrir les personnages, découvrir la maison. J'ai adoré la narration visuelle, donc le découpage, le choix des couleurs, le choix des angles et tout ça, j'ai vraiment adoré ça. Mais j'ai eu l'impression de passer à côté de l'histoire. Est-ce que c'est parce que j'ai trop essayé de trouver un sens à l'histoire? Est-ce que c'est correct? C'était comme un roman graphique d'ambiance, puis c'est correct. Je suis pas si familière avec, disons, le gothique ou peut-être que ça voulait se ranger dans un genre que je connais pas très bien. Je vous le conseille quand même, mais je sais pas quoi vous en dire. Il y a une fin qui se trouve d'ailleurs après un carnet d'auteur, donc une espèce de carnet d'évolution, en fait, créative. Et cette fin-là m'a un peu laissée dubitative, mais bon, disons que si on le prend comme un moment dans la vie d'un artiste, peut-être un moment charnière qui devient charnière pour lui alors que même lui-même n'était pas au courant qu'il avait besoin peut-être de passer par-dessus quelque chose. C'est intéressant. Ça met de l'avant aussi les différents types de perceptions. Donc, est-ce que les mots sont toujours nécessaires? Comme le personnage de Guerlain qui était tout petit, il parle pas du tout, les gens ne savent pas trop pourquoi, mais sa famille l'accepte comme ça, sans jugement. Et c'est intéressant de voir que les vraies choses, les choses les plus importantes se disent sans mots. Donc, soit entre les Corneilles, lui, ou son fils et lui, par contre, ont une façon vraiment directe de communiquer, mais c'est vraiment dans le non-dit qu'on comprend le plus de choses, si tant est qu'on puisse comprendre vraiment quelque chose là-dedans. Puis c'est comme si c'est peut-être pas nécessaire de comprendre l'ensemble de l'histoire, mais juste comme je vous dis, d'être témoin d'un moment où quelqu'un semble régler quelque chose par rapport à son passé et accueillir le tout dans tout ce que ça a dans les marges, entre les lignes, d'atypique et tout ça. Donc, c'était une bonne expérience pour moi de lecture. Je demeure, moi en tant que cartésienne, je demeure un peu sur ma faim, mais peut-être que je passe à côté, puis je sais qu'il y a une super bonne réception, ce roman graphique-là. Donc, si jamais vous l'avez lu, je serais vraiment intéressée à avoir votre ressenti. Est-ce que vous avez déjà lu d'autres choses de l'autrice? Moi, comme je dis, j'avais lu Le Jardin de Paris, puis j'avais adoré ça. C'était une histoire qui était un peu plus formelle, disons, quand même, dans le sens qu'il y avait quand même une évolution d'histoire et tout ça. C'était aussi atmosphérique, mais il y avait quand même une histoire plus disons, définie. Dans ce cas-ci, c'est moins le cas. Ben, en tout cas, moi, je l'ai perçu, mais c'est comme s'il me manquait une clé à l'histoire, fait que ça m'a comme un petit peu déroutée. Mais bon, bref, si vous avez lu ça, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir. Je ne serais pas du tout choquée. J'ai peut-être manqué quelque chose, donc je gênez-vous pas. Parce que je demeure fascinée par cet ouvrage-là au niveau visuel. Donc, ça reste que ça va être un roman graphique que je vais recommander potentiellement. C'est juste que peut-être que j'approcherai les futurs lecteurs en leur disant que c'est sûr que s'ils cherchent
un roman avec, disons, une intrigue haletante ou hyper bien ficelée avec un dénouement qui surprend, c'est peut-être pas nécessairement ça qu'il faut se laisser porter, puis il faut peut-être pas chercher à tout comprendre pour peut-être en profiter au maximum. Fait que c'est pour ça que je vous invite à vous manifester. Alors, sinon, je suis passée rapidement dans un croque-livre. Je pensais vraiment pas rien trouver, puis finalement, j'ai trouvé quelque chose. Donc, j'ai trouvé tout d'abord un Dave Eggers. J'ai bien envie de le découvrir. C'est un créateur que j'ai plus souvent vu pour des albums jeunesse, mais je sais qu'il fait pas juste ça. Puis ça, c'est son plus récent roman. Je sais même pas, en fait, je sais même pas si ça parle de quoi, c'est juste que je l'avais vu passer puis ça m'avait vraiment intriguée. Donc, c'est The Eyes and the Impossible. Ça a quand même gagné la John Newbery Medal. Habituellement, c'est dans les grandes distinctions pour la littérature jeunesse. Donc, je pense qu'on va suivre Johannes, qui est un chien en liberté, un chien rapide et qui vit dans un parc en ville, mais qui est tout près de la mer. Et chaque jour, il court à travers le parc, il voit tout, il manque rien et il va transmettre ça à, je sais pas c'est quoi ça par exemple, Tree Ancient Bison. Je sais pas de quoi ils veulent parler, mais en fait, c'est comme s'il transmet un peu ses pérégrinations à des gens, puis éventuellement, il va finir par, si j'ai bien compris, leur transmettre que l'équilibre du parc est en train de se déliter et qu'il y a une problématique qui arrive, donc je sais pas. Bref, je suis un petit peu intriguée, si jamais je le lis, je vous en reparlerai, mais Dave Eggers, donc. Et puis là, j'ai eu un doute parce que peut-être que je l'ai acheté en format poche, mais c'est pas grave. Je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Donc, L'archipel du chien de Philippe Claudel, qui, dans mon souvenir, est un classique. J'avais lu de Philippe Claudel La petite fille de Monsieur Lynn et j'avais adoré. Donc, là, je vois que, bon, je sais pas, j'ai un résumé. Ça a l'air un peu troublant, mais je voulais le résumer pour le fun puisque c'est un petit peu particulier. Le dimanche qui suivit, différents signes annoncèrent que quelque chose allait se produire. Ce fut déjà, et cela dès l'aube, une chaleur oppressante, sans brise aucune. L'air semblait s'être solidifié autour de l'île, dans une transparence compacte et gélatineuse qui déformait çà et là l'horizon. Quand il ne l'effaçait pas, l'île flottait au milieu de nulle part. Le broc luisait de reflets de meringue. Les laves noires à nu en haut des vignes et des vergers frémissaient comme si soudain elles redevenaient liquides. Les maisons, très vite, se trouvèrent gorgées d'une haleine éreintante qui épuisa les corps comme les esprits. On ne pouvait y jouir d'aucune fraîcheur. Puis, il y eut une odeur, presque imperceptible au début, à propos de laquelle on aurait pu se dire que l'on l'avait rêvée, ou qu'elle émanait des êtres, de leur peau, de leur bouche, de leurs vêtements ou de leurs intérieurs. Mais d'heure en heure, l'odeur s'affirma. Elle s'installa d'une façon discrète, pour tout dire clandestine. Ça a l'air vraiment, mystérieux, c'est clairement un extrait du livre. Ça dit absolument rien, mais ça a l'air assez glauque. Et comme vous avez pu voir, parce que j'ai trébuché, ça semble avoir proposer en fait une ponctuation particulière, c'est-à-dire peu de ponctuation. Donc, c'est pour ça que j'avais de la misère, je pense, à faire un peu l'équilibre dans mes phrases. Mais bref, bien intriguée pour ce Philippe Claudel-là. Donc, absolument pas prévu pour aujourd'hui, mais trouvaille de croque-livre. Je vais vous passer vraiment à côté. Alors, ben voilà, sur ces bonnes paroles, ça suffit. Je n'arrête pas de vous envoyer plein de faire plein de petits coucous aujourd'hui. Alors, on se dit à la toute prochaine dès que j'ai des nouvelles lectures dont je vais vous parler. J'ai commencé une lecture audio. Je ne suis pas certaine que je vais la poursuivre, mais je vais vous en parler si jamais je la poursuis. Bon, là, c'est vrai. À bientôt. L'industrie cinématographique, décidément. Elle mène une enquête fiction palpitante sur le destin tragique de la Hollywood Sign Girl. Donc, visiblement, c'est une histoire vraie. Ça, je l'avais pas. Et voilà, c'est bien fait. Moi, j'ai pas. Alors, la plume onirique, je l'avais pas rencontrée à ce point chez Joanna. Peut-être qu'elle vient de Lizzie, en fait, parce que je connais pas son style à Lizzie.
bonsoir. Alors, on est le mercredi 23 avril. Oui, ben oui, je sais pas pourquoi j'ai un grand doute. Donc, mercredi 23 avril, journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, je devrais m'en souvenir. Et je vous reprends post-course. Donc, faites pas attention à ma tronche. Je suis un peu échevelée, voilà. Et je viens de terminer mon roman graphique du jour dans le fameux hashtag un jour un roman graphique. Non, hashtag un jour un graphique, donc le défi que je fais toute la semaine. Alors, c'est celui-ci pour aujourd'hui. Donc, Globe Trotteuse, c'est de Voloil et Rochelot. Et c'est Le Tour du monde de Nelly Bly et Elisabeth Bisland. C'est chez Dargaud. Et c'est un cadeau que j'ai reçu d'un de mes amis. C'est quand même relativement récent au Québec. C'est paru en France depuis un moment, mais au Québec, c'est assez récent. Et ben voilà, donc je l'ai lu. Et ben ma foi, j'ai été très charmée. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est une BD documentaire. C'est basé sur les récits que chacune de ces deux femmes-là ont fait de leur voyage autour du monde, qui a été lancé en fait New York 1889. Donc, ça a été lancé par Nelly Bly, initialement, donc qui était Elizabeth Cochrane, qui était une jeune femme qui avait commencé à vouloir faire sa place dans le milieu du journalisme par une expérience qu'elle a faite qui était pour dénoncer en fait les mauvais traitements dans les asiles pour des asiles psychiatriques, donc les hôpitaux psychiatriques de l'époque, particulièrement ce qui était fait aux femmes, c'est qu'elle avait décidé de se faire interner volontairement sous un nom d'emprunt et de passer 10 jours dans l'asile et de témoigner en fait de ce qu'elle avait eu comme traitement, comme mauvais traitement. Et donc, ça a fonctionné et ça a réussi à la propulser en fait au devant de la scène. Et après ça, ben, elle a eu l'idée finalement, c'était une grande fan de Jules Verne, et elle a eu l'idée de se lancer un défi et de faire le tour du monde en moins de 80 jours, donc avec les nouvelles technologies et tout. Donc, elle a proposé ça au journal pour lequel elle travaillait et en disant, ben, je vais faire ça, puis vous allez payer, puis vous allez avoir une exclusivité, puis la publicité, tout ça. Donc, finalement, elle va finir par les convaincre et elle va s'embarquer dans un tour du monde qu'elle prévoit de faire, il me semble que c'est 76 jours, 73 jours, je me souviens plus. Si j'arrive à le retrouver. Donc, non, je me souviens plus comment c'est fonctionné, mais je pense qu'elle visait 73 jours, quelque chose comme ça. Puis dans le fond, évidemment, comme n'importe quel tour du monde, que ce soit à l'époque de Jules Verne, qu'est-ce qu'il avait imaginé, ou... ben, en fait, c'était l'époque de Jules Verne, parce qu'il est encore en vie à ce moment-là. Ou même maintenant, ceux qui font le tour du monde, il y a toujours des imprévus. Et donc, c'est sûr que c'est quand même un défi. Et c'était doublement un défi parce qu'à l'époque, laisser partir une femme seule en voyage, c'est quelque chose qui se faisait pas. Les femmes n'avaient pas d'autonomie. Les femmes n'avaient pas beaucoup de place dans les professions qui étaient... Dans toutes les professions, en fait, donc, dont le journalisme. Et elle n'avait pas de droit de vote non plus. Et bon, elle est partie. Et juste après, un journal un peu rival, en fait le Cosmopolitan, va entendre parler de ça et va décider d'envoyer sa propre émissaire pour faire également un tour du monde en moins de 80 jours. Et ça va être Elisabeth Bisland. Elisabeth Bisland, qui, elle, est une chroniqueuse littéraire au Cosmopolitan. Donc, c'est une personne qui est une littéraire, qui n'avait pas nécessairement d'ambition de faire le tour du monde ou de se faire une grande place dans le monde journalistique. Et elle va être un peu désignée malgré elle pour le faire. Donc, elle va partir à reculons alors que Nelly Bly, elle part vraiment de façon déterminée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre leur trajet alors que Nelly Bly va être partie de New York vers l'est pour faire le tour, revenir par l'ouest. Et que le journal, le Cosmopolitan, a étudié tout ça, puis s'est dit qu'en raison du moment de l'année où il allait partir, en fait, c'était mieux que Elisabeth Bisland parte plutôt par l'ouest. Donc, de New York vers l'ouest pour revenir par l'est éventuellement. Donc, les deux vont partir chacun dans leur sens pour faire le tour du monde. Et on va les suivre, donc, à chacune des journées, à différents endroits. On va apprendre à découvrir les cultures à l'époque, voir à quel point les préjugés contre les femmes sont là un peu partout. On va les prendre au sérieux ou pas nécessairement. On va voir vraiment le personnage de chacune qui est mis de l'avant, donc évidemment par les auteurs, mais
qui me la vend, donc vraiment Nelly Bly, la fille déterminée, qui n'a pas froid aux yeux, qui est là pour l'aventure, qui est là pas nécessairement pour visiter, mais vraiment juste pour l'aventure, le défi, puis y arriver, y parvenir, alors qu'on sent qu'Elisabeth Bisland, si éventuellement elle va devenir quand même prise au jeu puis vouloir gagner, ça reste qu'elle, ce qu'elle trouve dommage, c'est de faire un tour du monde en si peu de temps sans avoir le temps de vraiment bien visiter. Donc, ça va nous donner une autre perspective du voyage, mais ça va bien entendu être l'histoire d'un défi. Un défi fait par 2 journaux qui étaient menés par des hommes et qui mettaient de l'avant des femmes qui sont devenues un peu des outils publicitaires, mais qui finalement, ces 2 femmes-là, parce que les 2 femmes vont, ben là, je vous le dis, c'est pas vraiment divulgateur parce que c'est des histoires qui existent, mais elles vont réussir, mais dans des conditions différentes. C'est-à-dire que c'est Nelly Bly qui va arriver en premier, mais Elisabeth Bisland aurait peut-être gagné finalement. On ne saura jamais s'il y a eu comme un peu de la magouille pour l'empêcher de prendre des correspondances dans les dernières journées. Mais finalement, on va voir que le fait d'avoir gagné pour Nelly Bly va peut-être pas l'avoir desservi, alors que le fait de ne pas avoir gagné pour Elisabeth Bisland va pas non plus l'empêcher d'avoir une vie qui est productive, mais ça va surtout être quelque chose qui va faire en sorte que ça va intriguer assez les gens, les femmes en fait, pour faire en sorte de peut-être avoir un intérêt pour éventuellement défoncer des plafonds de verre puis se diriger vers des professions. J'en ai donc parlé longtemps de cette histoire-là, mais ça me fascine vraiment beaucoup. Puis je suis désolée, mais l'univers, pas je suis désolée, je peux pas désolée pantoute. L'univers que propose Julie Rochelot, comme d'habitude, c'est extraordinaire. La composition graphique qu'elle a faite, c'est une narration en soi. Je pense que juste, c'est clair que c'est quelque chose qui a été fait à 4 mains. Puis je pense que le croisement de ces 2 histoires-là, si ça n'avait pas été fait avec comme support, comme véhicule, la vision de Julie Rochelot, je ne suis pas certaine que ça aurait autant fonctionné. C'est super intéressant. Un découpage original, une composition graphique qui bouge, qui nous fait ressentir le voyage. On travaille sur la colorimétrie, même si c'est quand même assez chargé parce que ça reste 2 récits de vie qui vont se croiser. On se retrouve bien quand même. On va avoir, dans la colorimétrie, va vraiment travailler, va vraiment fonctionner pour mettre de l'avant les émotions, les atmosphères. Puis il va aussi avoir des petites bulles un peu informatives qui vont être faites de la part des narrateurs, comme par exemple ici, on nous explique, je pense que c'est à Tokyo. Oui, on nous explique à Tokyo, dans le fond, un théâtre, le théâtre Kabuki, par exemple, au 17e siècle, qui au départ était un théâtre entièrement avec des actrices entièrement féminines. Ça a fini par devenir des jeunes garçons et ensuite des hommes. Et voyez-vous, on a des petits moments comme ça, des petits encarts qui sont informatifs, avec un petit côté un peu éditorial des auteurs. J'ai trouvé ça parfait. C'est un coup de cœur pour moi. C'est un coup de cœur à tous les niveaux. L'idée de départ, d'exploiter. Bon, Nelly Bly, elle a quand même été mise de l'avant, mais cette idée-là de faire se croiser, se s'entrechoquer, ces 2 voyages-là qui ont été mis de l'avant à l'époque, justement pour, techniquement, attirer l'attention, mais qui finalement ont fini par faire une différence au niveau de la société, de cette idée-là de départ, ce duo-là de créateurs, la vision de Julie Rochelot qui fait complètement basculer le tout vers quelque chose qui est envoûtant, haletant, ça nous donne le goût de suivre, on s'attache au personnage. On finit par peut-être s'attacher un peu moins à Nelly Bly qu'à Elisabeth Bisland, finalement, alors que c'est Nelly Bly qui est la figure la plus connue. Mais au final, ça reste une BD qui fait voyager, puis c'est ça que je vais retenir. Si jamais vous avez envie de partir en voyage autour du monde, c'est une super belle façon. En même temps, ça reste qu'il ne reste pas longtemps, mais je trouve que le côté justement de se présenter, enfin évoluer avec toujours à tous les instants l'inconnu devant soi, même si on a un plan qui était là, c'est l'essence même du voyage. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça, vraiment ça m'a marqué, puis je vais le relire, je vais le garder à la maison bien entendu, puisque c'est un cadeau, mais je vais le relire. Comme voyez-vous ici, composition, dans le début du voyage d'Elisabeth Bisland, il va y avoir une grosse tempête, et voici comment Julie Rochelot va l'évoquer. Non mais quand même, je veux dire, la composition, c'est juste incroyable. Alors, coup de cœur, vraiment, sans hésiter, pour ce roman graphique-là du jour. Alors, merci à mon ami de me l'avoir offert et précipitez-vous. Si c'est pas pour l'acheter, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné, c'est disponible dans les bibliothèques. Donc, vraiment, allez-y sans hésiter. Alors, je vous dis à bientôt!
Hey, coucou, alors je vous fais un petit bonjour rapide. On est jeudi matin, je me souviens plus quelle date, mais le 24 avril, 25 avril. Et je viens de. En fait, hier, j'ai téléchargé toutes les séquences que j'ai filmées cette semaine. Et j'ai déjà un très, très, très long vlog. Donc, surprise, ce vlog-ci va se terminer ici. Donc, voilà, vous aurez eu 3 jours de un jour en graphique. Alors, voilà, j'espère que ça vous a plu comme vlog, avec en plus une petite lecture presque d'un jour, en fait une lecture d'un jour et tout ça. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, que ce soit concernant ma fameuse découverte de Jennifer Dalrymple ou concernant la lecture d'un des romans graphiques que j'ai lu. Est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus que les autres? Alors, voilà. J'espère que vous allez avoir des bonnes lectures jusqu'à ce qu'on se revoie. Puis, on se dit à la prochaine!